Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. François Fillon a été officiellement nommé Premier ministre. Il a pris ses fonctions dès ce matin à l'issue d'une brève cérémonie avec Dominique de Villepin qui lui a souhaité bonne chance et avant de retrouver Nicolas Sarkozy pour un jogging à la mi-journée. Dans l'après-midi, le nouveau chef du gouvernement a procédé aux dernières consultations pour former son équipe. La liste semble arrêtée. Il y aura 8 hommes et 7 femmes. Bernard Kouchner aurait accepté le poste de ministre des Affaires étrangères. Nous y reviendrons longuement ce soir encore. Dans le reste de l'actualité, Ingrid Betancourt serait vivante. C'est ce que rapporte l'un de ses compagnons de captivité qui a réussi à s'évader. Il décrit des conditions de détention éprouvantes. On vote en Algérie, mais le scrutin législatif est boudé par la population qui semble désabusée. Le taux de participation était très faible en début d'après-midi. Plusieurs partis appelaient au boycott. Enfin, le deuxième greffé du visage en France s'exprime pour la première fois, atteint d'une maladie grave qui le défigurait. Il estime que l'opération a changé sa vie en modifiant le regard des autres. Il était donné favori, il a été officiellement désigné. François Fillon est donc devenu Premier ministre et s'est installé dès ce matin à Matignon avant d'afficher sa complicité avec Nicolas Sarkozy lors d'une scène inédite. Encore une. Le récit de cette longue journée, Alix Bouillaguet, Caroline Librecht. À son arrivée à l'Élysée, François Fillon se fait un petit peu désirer. Portable collé à l'oreille et sourire crispé, il est 8h30, Nicolas Sarkozy l'attend pour un petit déjeuner. Une heure plus tard, le président de la République raccompagne François Fillon sur le perron. Première poignée de main officielle au sommet de l'État. Monsieur Fillon, est-ce qu'on peut avoir une déclaration? Quelques mots, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ça y est, vous avez été nommé. 11h, c'est à pied et avec son épouse Pénélope que François Fillon entre à Matignon. En bas des marches, Dominique et Marie-Laure de Villepin, l'épouse de l'ancien Premier ministre, a même revêtu une veste taillée pour l'occasion, au revoir écrit dans toutes les langues. L'entretien dure une demi-heure. Je voudrais bien sûr également souhaiter bonne chance à François Fillon. Lui dire mon espoir et ma confiance. Il a tous les atouts pour réussir au service de notre pays. Les élections présidentielles ont amené nos concitoyens à choisir une politique nouvelle. C'est mon devoir, c'est mon mandat. Je respecterai tous les engagements que nous avons pris parce que la rénovation de la vie politique est à ce prix. Largement applaudi par le personnel, Dominique de Villepin aura passé 2 ans à Matignon pour le remplacer, celui dont il n'avait pas voulu comme ministre en 2005. C'est en short et en chaussures de sport qu'il retrouve Nicolas Sarkozy à l'heure du déjeuner. Un jogging médiatique dans le bois de Boulogne, histoire de prouver qu'une nouvelle génération tient désormais l'exécutif. Cet après-midi, exceptionnellement, Matignon vu de l'intérieur. Dernière tractation, derniers ajustements, Bernard Kouchner est là. Bonne chance, au revoir. Merci Bernard, à bientôt, au revoir. C'est peut-être la grosse surprise du futur gouvernement. Et le ballet continue. Plus décontracté avec Rachida Dati. Plus formel avec Michel Alliot-Marie. 18h, direction l'Élysée, dernière mise au point avant l'annonce demain du gouvernement. Et avant d'en venir à la composition de cette équipe, on s'arrête un instant sur le parcours de François Fillon qui a été plusieurs fois ministre mais qu'on connaît assez peu. Comme Nicolas Sarkozy, c'est un jeune quinquagénaire, il a 53 ans. Comme Nicolas Sarkozy, il n'a pas fait l'ENA. Pour le reste, les deux personnalités sont dissemblables, mais les deux hommes sont très proches. Portrait signé Véronique Saint-Olive, Guillaume Michel. Courir, ça ne lui a jamais fait peur. François Fillon, à 53 ans, a du souffle, de l'endurance et il le prouve aujourd'hui dans la foulée de Nicolas Sarkozy. Pourtant, en 81, François Fillon, à 27 ans, est plutôt du genre timide. Je ne m'attendais pas du tout à être élu député à 27 ans. Il rêvait d'être journaliste, mais il est tombé par hasard en politique, attaché parlementaire du député gaulliste de la Sarthe.
Pour un jeune de mon âge, c'est une période exceptionnelle et que je vais pouvoir je dirais, me faire les dents à la lutte politique dans les rangs de l'opposition. Et c'est auprès de Philippe Séguin que François Fillon découvre l'arène politique. Le premier apprécie son intelligence, le second admire son gaullisme social. Ils feront ensemble la campagne pour le non à Maastricht. Mais en 1995, François Fillon, ministre de l'Enseignement supérieur, soutient Édouard Balladur pour l'élection présidentielle avant de rallier Jacques Chirac au second tour. Vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien d'artificiel aux retrouvailles d'hommes et de femmes qui se battent dans la majorité sur les mêmes bancs. En 1999, il est le candidat malheureux contre Michel Alliot-Marie à la présidence du RPR. Jacques Chirac, longtemps méfiant, baisse bientôt la garde et en 2002, le voilà ministre des Affaires sociales du gouvernement Raffarin. Et là, François Fillon s'impose. Le premier, il ose en 2003 attaquer la difficile réforme des retraites. Bonjour. Partisan de la négociation, il affronte les syndicats hostiles et les manifestations. L'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi. Pour la première fois depuis très longtemps, un gouvernement de droite n'a pas capitulé devant un mouvement social. Victoire sur les retraites, mais François Fillon, qui ne s'y attendait pas, est battu à plate couture dans son fief au régional. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. C'est une critique directe du chef de l'État que celui-ci ne pardonnera pas. Après un passage à l'éducation nationale, François Fillon est éjecté du gouvernement et il explose. Un mot sur votre départ. Il n'y a pas de politique, de fête de l'équipe. Quand on fera le bilan de Chirac, on ne se souviendra de rien, sauf de mes réformes. En me virant du gouvernement, ils ont fait de moi un directeur de campagne avant l'heure. Et il tient parole. Longtemps rivaux, François Fillon et Nicolas Sarkozy ne se quitteront plus. François Fillon en est sûr, Nicolas Sarkozy est le seul à pouvoir gagner en 2007. Faux calme, mais vrai passionné, François Fillon est un grand amateur de course automobile. En devenant Premier ministre, il prend un nouveau départ et cette fois, c'est sur les chapeaux de roue. François Fillon a 5 enfants, il est originaire de la Sarthe, il a été longtemps maire de Sablé. Là-bas, il y a évidemment beaucoup de fierté. Reportage Julien Beaumont, Annie Triboire. Une maison sous haute surveillance. Nous sommes à Solesmes, devant le château de François Fillon. Et depuis ce matin, des gendarmes gardent la résidence du Premier ministre. François Fillon, l'enfant de la Sarthe. Il est né ici, à Séran-Fouletourte. Ses parents y habitent encore et ils ont du mal à réaliser que leur petit François est devenu Premier ministre. On me demandait tout à l'heure quel enfant c'était. Bon, c'est vrai qu'il a parlé très tôt, il parlait beaucoup. Au fond, maintenant, il est plutôt plus réservé qu'il n'était étant tout petit. Et on est persuadé qu'il réussira. Car François est un garçon très déterminé, qui a des idées très arrêtées et qui va jusqu'au bout. Mais on sait aussi qu'il y aura des mauvais coups. Et on sait très bien qu'intérieurement, il souffrira énormément. Un peu plus loin, son ancien instituteur ressort les photos de classe. C'était en 1960. C'est avec lui que François Fillon, ici en clair, a appris à lire. C'était forcément un très bon élève, très sage, très attentif. Mais bon, on ne pouvait pas savoir quel destin il aurait à l'époque. C'est quand même assez sensationnel. François Fillon dans la région, c'est surtout une longue carrière politique, notamment à Sablé-sur-Sarthe, où il a été maire pendant 18 ans. Au niveau de l'économie, ouais, il a énormément travaillé sur le fait de faire venir de nouvelles entreprises sur Sablé. C'est vrai que ça a été un réel plus, puisqu'au niveau de l'emploi, ça a quand même pas mal porté ses fruits. On peut lui dire bonjour, il est très abordable. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de commentaires, mais il avance. Seule inquiétude pour la population, avec ses nouvelles fonctions, François Fillon risque de venir un peu moins souvent ici.
Une réaction à gauche, celle de François Hollande pour le Parti Socialiste. François Fillon est tout sauf un homme neuf. Comment pourrait-il réussir dans le futur là où il a échoué dans le passé? Fin de citation. La première mission de François Fillon, on l'a vu tout à l'heure, est de mettre la dernière main à la composition du gouvernement. Ce soir, la liste semble définitive. Il y aura, je vous le disais, 8 hommes et 7 femmes. Arnaud Boutet. Longtemps, il fut le rival de Nicolas Sarkozy. Celui que Jacques Chirac surnommait le meilleur d'entre nous devient probable ministre, élevé au rang de numéro 2 du gouvernement. Alain Juppé, jadis droit dans ses bottes, pourrait revêtir un costume écolo. L'environnement, le développement durable, l'énergie, mais aussi les transports. Autre poids lourd, Jean-Louis Borloo. Après les affaires sociales, il traverserait la Seine pour gérer à Bercy la stratégie économique, les entreprises et l'emploi. Mais le ministère serait scindé en deux, avec de l'autre côté l'UMP Éric Woerth, chargé des comptes. Nicolas Sarkozy veut ouvrir sa porte à gauche. Bernard Kouchner accepte l'invitation. Il devrait rejoindre le Quai d'Orsay, aux grandes dames de ses amis socialistes. Martin Hirsch, homme de gauche et président d'Emmaüs, pourrait s'occuper du logement comme secrétaire d'État. Jean-Pierre Jouyet, un proche de François Hollande, serait en charge des affaires européennes. Autre main tendue, cette fois au centre, l'UDF Hervé Morin devrait hériter de la défense. Il remplacerait Michel Alliot-Marie, qui, changeant d'uniforme, est donné pour l'intérieur. C'est un ami de 30 ans du président. Brice Hortefeux redoutait pourtant d'être oublié, mais le voilà pressenti pour le nouveau ministère de l'identité nationale, de l'immigration et des cultes. Xavier Bertrand passerait aux affaires sociales. Rachida Dati, porte-parole pendant la campagne, pourrait devenir le nouveau garde des Sceaux. L'équipe Fillon comptera 15 membres, dont 7 femmes, et sauf changement de dernière minute, voici ceux qui demain pourraient siéger au Conseil des ministres. Et l'annonce du gouvernement sera à suivre en direct sur France 2 à partir de 9h45 avec Gilles Leclerc. Une autre équipe est déjà en place, celle qui va entourer Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Claude Guéant sera donc son secrétaire général, Jean-David Lévy sera son conseiller diplomatique, Henri Guénaud son conseiller spécial et Emmanuelle Mignon, la directrice de cabinet. Parmi les autres conseillers figurent Catherine Pégard, journaliste au Point, ainsi que Raymond Soubi pour les questions sociales, mais également Georges-Marc Benamou, autre journaliste et écrivain, et David Martinon sera le porte-parole. L'une de nos équipes, emmenée par Michael Darmon et Guillaume Viard, a pu passer une partie de la journée à l'intérieur même de l'Elysée et assister à l'installation de ses conseillers. Voici leur reportage. Du QG de campagne directement à l'Elysée. Changement de cadre pour les équipes de Nicolas Sarkozy. Voici les femmes et les hommes de l'ombre du nouveau président. Qu'est-ce que vous ressentez au moment là où vous arrivez dans vos bureaux à l'Elysée? De la fierté. De la fierté et beaucoup de travail à venir. Chantal Joanneau accompagne depuis plusieurs années Nicolas Sarkozy. Ici, elle continuera à s'occuper d'environnement. Mais tout d'abord, place aux formalités. Il y a 2 filles sur chaque fois, ça sera beaucoup plus... Alors que Nicolas Sarkozy petit déjeune avec François Fillon, eux découvrent les lieux et le règlement interdit de fouler le gravier de la cour. David Martinon, le porte-parole, présente les nouveaux. Catherine Pégard, jusqu'ici la plume politique du magazine Le Point, devient conseiller du président. Quant à l'écrivain de gauche, Georges-Marc Benamou, il arrive, tel le promeneur de l'Elysée. C'est une nouvelle vie. J'avais une vie d'écrivain, de scénariste. Vous prenez vos fonctions aujourd'hui? Oui, je crois, j'arrive au bureau. Aujourd'hui, personne ne fuit les caméras ni les micros, comme s'il fallait, dès le premier jour, montrer l'Elysée façon Sarkozy. C'est un président qui parlera sans doute régulièrement. Régulièrement et pas dans des rendez-vous annoncés à l'avance de manière traditionnelle. Et chacun fait son job. Nicolas Sarkozy raccompagne François Fillon, qu'il vient de nommer à Matignon. De l'autre côté de l'Elysée, Jean-David Lévy, le conseiller diplomatique, planche sur les prochains rendez-vous internationaux. Il y a quelques jours, il était encore ambassadeur de France à Washington. Désormais, il a un surnom, le Sherpa. Un Sherpa est un Népalais qui aide les chefs à monter au sommet en portant le fardeau. Et donc, de façon diplomatique, le Sherpa est un diplomate qui porte une partie du fardeau pour escalader les sommets du G8. Dans les couloirs de l'Elysée, on s'organise. Fais un petit tour des bureaux, tu vois les dépêches. Ouais, vérifie ça. Ouais. À quelques mètres du chef de l'État, Henri Guénaud, qui a été la plume du candidat Sarkozy, se prépare à être la plume du président.
Et de votre bureau, on accède directement au bureau du président de la République? Oui, à travers le secrétariat particulier. Qui est juste de l'autre côté. Qui est juste là, juste derrière la porte. Et pour ressortir, l'escalier d'honneur. Première journée à l'Elysée façon porte ouverte. Le quinquennat Sarkozy installe au sommet de l'État la communication politique. Messieurs, bonne journée. Moi aussi. Et on apprend que Nicolas Sarkozy, pour son premier déplacement en France, se rendra demain à Toulouse pour visiter le siège d'Airbus et rencontrer les salariés. Quant à Cécilia Sarkozy, elle est arrivée cet après-midi au fort de Brégançon dans le Var, résidence officielle du chef de l'État, où il pourrait la rejoindre d'ailleurs demain. Elle était attendue par une petite foule de touristes. Chacun garde en mémoire les images d'hier, celles d'une famille qui n'a pas l'intention visiblement de se cacher. Si Nicolas Sarkozy a imprimé son style, on a compris que celui de la première dame de France sera également en rupture avec celles qui l'ont précédée. Véronique Saint-Olive. Avec Cécilia Sarkozy, c'est depuis hier un nouveau style à l'Élysée. Jamais sans ses enfants. Cécilia Sarkozy est réfractaire au corset protocolaire. Pourtant, elle s'inscrit désormais dans la lignée des premières dames de France. 5 femmes qui l'ont précédée au palais de l'Élysée sous la Ve République, au cœur du pouvoir. D'abord, Yvonne de Gaulle, pour les Français, c'était Tante Yvonne. Puis Claude Pompidou, qui disait que la politique la barbait. Anémone Giscard d'Estaing, tellement effacée. Danielle Mitterrand, tellement présente, mais ailleurs. Bernadette Chirac, première maîtresse de maison à part entière. Chacune à sa façon a tenu avec plus ou moins d'enthousiasme le rôle obligé de première dame de France. Première fonction, être là, discrète et souriante, aux côtés de son mari. Et puis il fallait trouver sa place. Suivre les voyages officiels, s'occuper pendant la lecture des discours, ne pas reculer devant le protocole, accueillir les invités, serrer les mains. Et même quand il le fallait, danser. Je sais que les gens, et les femmes surtout, regardent la manière dont on est habillé, la manière dont on est coiffé, la manière dont on se présente. C'est la règle du jeu. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Colombie, Madame. Dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, les banquets ont toujours été interminables. Très collet-monté avec Anémone Giscard d'Estaing. Beaucoup plus frugal avec Tante Yvonne. Et de l'avis de Claude Pompidou, toujours très ennuyeux. Tout ce monde vous entoure, fait tout à votre place, alors c'est pas la peine de... On n'a donc pratiquement rien à faire, si ce n'est à recevoir les étrangers ou à partir en voyage officiel à l'étranger. Les premières dames de France ont payé de leur personne pour un autre exercice, le sapin de Noël. Avec cadeaux et goûter qui va avec. Nina Mallory. Nina Mallory. Enfant d'hier, enfant d'aujourd'hui et toujours le même appétit. À la France que j'ai pour mission... À l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing ne laissait pas beaucoup d'espace à sa femme, elle n'en demandait pas plus. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès. Pour vous et pour ceux que vous aimez. À l'exact opposé, Danielle Mitterrand s'engage personnellement en politique. Elle utilise son statut de femme de président pour défendre les populations opprimées aux 4 coins du monde, comme les Kurdes qui fuient Saddam Hussein. Je n'ai pas l'impression d'être discrète, par exemple, quand je mène des actions dans le monde auprès des plus démunis. C'est elle qui fait venir à Paris Fidel Castro en froid avec les États-Unis. C'est elle qui le fait recevoir à l'Élysée par le président. Mais il y en a qui ont parlé beaucoup plus longtemps que ça. L'Élysée, Bernadette Chirac est la première à s'y sentir bien. Elle y vit, c'est chez elle. Elle veut en faire la vitrine de la France. Plan de table, cuisine, elle s'occupe de tout, elle veille à tout. Baran d'agneau rôti nivernaise, étuvée de girolles, fromage. Le jardin aussi la passionne, avec parfois migraine à la clé pour le paysagiste. Peut-être on ne s'est pas compris. Est-ce qu'on peut encore rattraper et mettre beaucoup de rosiers là? Alors,
Quand Bernadette Chirac quitte l'Elysée, c'est pour la Corrèze, dont elle est l'élue locale, ou pour s'occuper de sa fondation des hôpitaux de France. Elle y gagne une vraie popularité, son moteur à elle, pour faire de la politique jusqu'au bout. Nouvelle génération, Cécilia Sarkozy ne veut rien abandonner. Mais il lui reste à trouver ses marques aux côtés de son mari président et à dessiner à sa façon la place qui est désormais la sienne. Dans le reste de l'actualité, d'abord des nouvelles d'Ingrid Betancourt. Elle serait vivante, c'est ce qu'indique un policier, ancien otage également de la guérilla colombienne qui a réussi à s'évader. Il dit l'avoir rencontrée pour la dernière fois il y a 3 semaines. C'est un soulagement pour la famille qui reste toutefois prudente. Jacques Cardos, Pascal Caron. L'air hagard, le visage émacié, Juan Pinchao est apparu en conférence de presse, encore choqué par ses 8 années de captivité. Cet ancien policier raconte qu'il a dû briser ses chaînes avant de marcher 17 jours dans la forêt colombienne. Puis les journalistes l'interrogent sur ses compagnons de détention. La dernière fois que je les ai vus, j'étais en compagnie des 3 Américains, Kid, Tom et Mark. Kid souffrait d'une hépatite. Et il y avait Ingrid Betancourt, ainsi que le sénateur Pérez. Jusque-là, la dernière preuve de vie remontait à cette vidéo diffusée en septembre 2003. Depuis, les informations sur Ingrid Betancourt sont minces. On sait qu'elle a été enlevée sur cette route et selon ce nouveau témoignage, qu'elle pourrait avoir été détenue au moins pendant un temps dans la zone de Vichada, près du Brésil. Mélanie Betancourt, sa fille, veut rester prudente car les souvenirs de l'ex-otage à propos de sa mère ne semblent pas très précis. C'est la première fois que quelqu'un qui a été avec maman pendant un certain temps, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, mais qui l'a vu, va un peu nous raconter quelque chose. Donc c'est quand même quelque chose qui nous vient de très loin, c'est très émouvant. Aujourd'hui, la famille veut lancer un nouvel appel à l'équipe présidentielle de Nicolas Sarkozy. Nous demandons, en tant que famille, l'intervention du président Nicolas Sarkozy auprès du président Uribe, de manière à ce qu'il lui fasse comprendre que toute opération militaire est exclue pour essayer de délivrer nos otages. Les autorités colombiennes vont maintenant interroger avec plus de précision l'ancien policier. Elles obtiendront des informations cruciales sur Ingrid Betancourt, mais rien ne dit qu'elles en feront profiter les autorités françaises. Les élections législatives en Algérie, apparemment elles ne passionnent pas une population désabusée, semble-t-il, par le chômage et les attentats qui ont repris. Il y a eu un mort hier à Constantine. Abdelaziz Bouteflika a voulu montrer l'exemple en votant près de son domicile dans un quartier huppé d'Alger, sans faire d'ailleurs de déclaration. Mais il a été peu suivi et à 15 h, le taux de participation était inférieur à 20%. Il faut dire que les députés ont peu de pouvoir en Algérie et que la situation politique semble plus verrouillée que jamais. Envoyés spéciaux Samassoula, Mathias Second. Dans ce bureau de vote de la banlieue d'Alger, comme dans la plupart, il fallait être patient pour croiser un électeur. Les Algériens ont manifestement boudé les urnes. 38. Le nombre d'inscrits c'est 317 et le nombre de votants 38. Et chez ceux qui sont venus voter, pas d'enthousiasme et bien peu de conviction. On vote en se disant, peut-être ils vont enfin nous voir, peut-être ils vont s'occuper de nous, on ne sait jamais. En face du bureau de vote, l'indifférence générale. Comme tous les jours, l'attente, le désœuvrement, ceux-là boycottent les urnes. C'est question de confiance. Il ne faut pas faire de confiance à n'importe qui. Ils nous font des promesses et rien ne vient. Moi par exemple, je suis marié, je vis chez mes parents, sans travail, sans rien. Dans la même zone, le bidonville de Ben Boulaïd. Ni eau, ni électricité. Un des 3 kamikazes qui s'est fait sauter le mois dernier à Alger habitait ici. Son frère ignorait tout des liens de son aîné avec Al-Qaïda. Il a appris la nouvelle, comme tout le monde, à la télévision. C'est la pauvreté qui l'a poussé. Sans la misère, mon frère n'aurait jamais commis une telle folie. Des attentats venus rappeler que les problèmes sociaux qui avaient nourri les islamistes n'ont pas disparu malgré la manne pétrolière et gazière. À 70 ans, cette habitante désespère devant la situation des plus jeunes. La plupart, ils prennent un panier, ils vont chercher du pain sec, ils vont le vendre. La plupart, ils vont chercher du fer, des casseroles, de tout ce qu'il y a dans le quartier. Mais aucun candidat n'est venu ici pour s'en rendre compte. À défaut de colère, le sentiment dominant chez les Algériens aujourd'hui est l'indifférence face à un pouvoir politique qu'ils jugent inamovible et incapable de résoudre leurs problèmes.
À l'étranger encore et en bref, les trains de la réconciliation. Pour la première fois depuis la fin de la guerre en 1953, des convois ont franchi la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il ne s'agit pour l'instant que d'un test, car la dictature communiste nord-coréenne refuse l'établissement d'une ligne régulière. Retour en France et retour maintenant sur ce projet d'enlèvement d'une fillette par des pédophiles qui a été déjoué, un projet préparé sur Internet, on en parlait hier, Internet qui peut parfois être un piège pour des enfants ou des adolescents trop crédules. C'est bien sûr aux parents de les mettre en garde, de les encadrer, mais des formations sont aussi proposées parfois à l'école ou au collège. Dossier signé Laetitia Legendre, Guillaume Fautra. Lorsque vous naviguez sur Internet, c'est un peu comme lorsque vous marchez dans la rue. Vous pourrez tomber sur des personnes de confiance et des personnes qui vont essayer en sorte de vous arnaquer. Ce ne sera pas marqué sur leur front, attention, truand. Sur Internet, c'est pareil. C'est un outil très pratique, mais il faut toujours être à l'affût. Il a pénétré la grande majorité des foyers français. Internet s'est imposé comme un outil de recherche formidable qui n'est pourtant pas sans risque pour les plus jeunes. Sexe, violence, racisme, les pièges foisonnent. Un tiers des enfants auraient déjà été victimes de ce côté obscur de la toile. Je devais faire un exposé sur les escargots et j'avais tapé escargots et j'étais tombée sur des choses qui faisaient référence à des escargots, mais c'était pas des escargots. Même des images pornographiques. Ouais. Et on ressent quoi à ce moment-là? On se sent agressé? Non, on se sent pas agressé, mais on pense que les gens peuvent être bêtes parce que mettre ça à la place d'escargots, je sais pas. Ça choque énormément et on est gêné, on essaye de fermer, de temps en temps ça se rouvre sans qu'on le veuille et c'est gênant. On en parle aux parents? Non. Non, parce qu'ils peuvent penser que justement on est allé dessus exprès. Nous viennent des États-Unis. Méfiance aussi vis-à-vis de certains blogs vantant l'anorexie. Et là où ces sites pro-ANA sont dangereux, c'est que non seulement ils vous incitent à devenir anorexique, mais à travers des blogs ou à travers des forums, les personnes qui font partie de ce système se lancent des défis. Exemple de défi, ne pas manger pendant tout un week-end. Lorsque vous acceptez un contact, la seule chose que vous voyez, c'est la photo. Vigilance par rapport au contenu, mais méfiance aussi vis-à-vis des pseudos et des internautes eux-mêmes. Les messageries instantanées sont devenues un terrain de jeu privilégié pour les adolescents. Vous prenez tout pour argent comptant. Mais aussi pour les pédophiles. Elle a cru vraiment que j'étais un adolescent. Hein. Ça t'est arrivé, toi, qu'on te fixe des rendez-vous de personnes que tu ne connais pas? On m'a proposé, mais j'y suis pas allée. T'en as pensé quoi? En fait, je l'ai un peu envoyé balader. Il existe bien des logiciels de filtrage, mais peu de parents connaissent l'existence de ces programmes. C'est pas leur grand point fort, du coup ils surveillent pas extrêmement, mais ils font quand même attention. Il y a un logiciel de filtrage? Bah non, ils savent pas comment on fait. Autant chez les enfants, on sent qu'il y a un début de prise de conscience. Chez les parents, on en est toujours au statu quo, à savoir un gros souci, une peur d'en parler avec les enfants et un manque de réalisme quant à la nécessité de prendre à pleine main cet enjeu d'éducation. Même discours, mais cette fois le public a changé. C'est aux parents désormais que la prévention s'adresse. Ils parlent de toute leur vie sur leur blog. Leur blog, il est où? Sur Internet. Internet, quelques milliards d'utilisateurs. Pour argent comptant. Des adultes souvent dépassés, désemparés par l'outil informatique et sa complexité. Je n'aurai plus Internet chez moi. Je trouve ça effrayant. Je me dis qu'il ne faut pas avoir Internet chez soi, c'est quand même grave tout ça, on a du mal à les suivre. En fait, ils connaissent les méthodes techniques, mais ils ne connaissent pas forcément les conséquences. Et c'est ça qui fait peur. J'essaie de regarder un petit peu, mais je ne suis pas derrière eux tout le temps, puis je ne veux pas les piquer, c'est pas mon objectif. Ça n'a pas plus de danger qu'autre chose, mais on fait attention à l'alimentation de son fils, on fait attention à sa santé, on devrait faire attention à Internet, vous voyez. Ses parents repartiront avec quelques conseils pratiques, comme installer l'ordinateur dans une pièce commune, parler d'Internet en famille, définir des horaires et des règles strictes d'utilisation. Un rempart bien fragile pour surfer en toute sérénité. Économie, on en parle depuis longtemps. Cette fois, c'est en bonne voie. Le prix des appels vers l'étranger à partir d'un téléphone portable devrait diminuer de façon conséquente. Un accord, en tout cas, a été trouvé au niveau européen. Vincent Fourcade, Annie Triboire. Pour faire grimper sa facture de téléphone mobile, il existe une technique imparable, passer la frontière. Ainsi, quand le client d'un opérateur français passe un coup de fil depuis un autre pays d'Europe, sa communication lui revient en moyenne 4 fois plus cher qu'en France.
La différence passe dans ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire ce que doit payer une personne pour utiliser à l'étranger un autre réseau que le sien. Exemple avec notre abonné français qui téléphone depuis l'Italie. Il débourse de 50 centimes à 1,18 € la minute, l'abonné italien, lui, 10 centimes seulement. Mais l'Union européenne veut plafonner ses tarifs. À l'étranger, l'appel émis ne devra pas coûter plus de 49 centimes la minute. L'appel reçu, pas plus de 24 centimes, toujours trop cher pour les associations de consommateurs. Le coût pour l'opérateur est de 0,12 € hors taxe. Et les tarifs proposés, qui sont de 0,49 € hors taxe, sont bien déconnectés et il n'y a aucune réalité économique pour proposer de tels plafonds. Cette mesure européenne pourrait entrer en vigueur à l'automne. Une bonne nouvelle pour les 147 millions d'Européens qui, chaque année, utilisent leur mobile hors de chez eux. La France redoute la sécheresse. Hier, les départements des Yvelines, près de Paris, et des Bouches-du-Rhône, Marseille, ont été placés en état de vigilance, c'est-à-dire que des mesures de restriction sont proches. D'année en année, le manque d'eau devient chronique. Certains constructeurs l'ont compris et on voit se multiplier des maisons équipées de récupérateurs d'eau de pluie. Reportage dans le Gard, Florence Griffon, Françoise Mazou. Et donc voilà la citerne de 4500 litres qui est ici, équipée de 2 filtres. Donc l'eau est récupérée par la station de pompage qui est ici, est envoyée sur un réseau spécifique pour le pluvial. Cet équipement, ce particulier l'a acheté il y a 1 an et demi, d'abord pour son jardin. Nous sommes à quelques kilomètres du pont du Gard, ici l'eau est précieuse. La cuve permet une quasi-autonomie. Il peut arriver que la cuve se vide, notamment en période sèche, mais bon, c'est des périodes assez courtes. On peut estimer que 9 mois de l'année, on a de l'eau en permanence. Alors là, vous avez le réseau d'eau pluviale, là vous avez le réseau d'eau de ville. Avec cette séparation, les eaux de pluie ne se mélangent pas aux eaux de ville. Seules les toilettes et la machine à laver sont raccordées à la cuve. Avantage, les bactéries ne se propagent pas dans les autres tuyaux. L'eau pour l'arrosage qui est des bactéries, ça n'a aucune importance. Pour ce qui est du lave-linge, l'eau est chauffée à une température suffisante pour ne pas avoir de problème. Et dans les toilettes, des bactéries, il y en a, je vous le dis, il n'y a pas de souci, il y en a déjà. L'équipement complet lui a coûté 8 000 €. À ce prix-là, les particuliers préfèrent en général des cuves qui ne servent que pour le jardin. Et ils sont de plus en plus nombreux. C'est ce que constate ce professionnel. Il vient de livrer une cuve à enterrer. D'après lui, 2 gros orages suffisent à la remplir. On a besoin de l'ouvrir tous les combien? Une fois par an, mais s'il y avait beaucoup d'arbres, un petit peu plus souvent pour nettoyer le filtre. Tout le monde dans le Midi a tendance à se dire je ne vais pas récupérer l'eau de pluie parce qu'il ne pleut pas. Alors qu'en fait, il pleut autant que dans les autres régions, mais de manière plus soudaine et plus abondante. Cette cuve-là revient à environ 2 600 €. Il faut attendre au minimum 8 ans pour l'amortir, mais les fleurs et le potager n'auront goûté que l'eau du ciel. Santé, l'homme qui a bénéficié de la 2e greffe du visage en France s'exprime pour la première fois. Il a 27 ans, il a été opéré en janvier dernier. Une maladie grave le défigurait. Il estime que l'opération a changé sa vie en modifiant le regard des autres. Vous pourrez entendre l'intégralité de cette interview ce soir dans un documentaire sur notre antenne. Antoine Gaveau. C'était Pascal, il y a 5 mois. 27 ans et le visage totalement déformé par une maladie rare et incurable, la maladie de von Recklinghausen. Il essayait alors tant bien que mal d'avoir une vie à peu près normale. Seul moyen pour changer d'apparence, une greffe du visage. Bonjour. Elle a été réalisée en janvier dernier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil par le professeur Lantieri. 15 heures d'opération, nez, bouche, menton et joues sont remplacés. C'est seulement la 3e fois qu'une telle intervention est réalisée, dont 2 fois par des médecins français. L'enjeu, il est social. Et c'est là qu'est la difficulté. C'est de savoir si, dans sa demande sociale, cette greffe, cette transplantation, va lui permettre de réintégrer une vie sociale normale. 15 jours plus tard, les petits gestes du quotidien sont enfin possibles. Pascal s'habitue peu à peu à son nouveau visage. On peut dire que d'ici 1 an, nous aurons un visage qui permettra à Pascal de circuler dans la rue sans être regardé par les autres. Ne plus être dévisagé, une autre vie commence pour lui comme pour ses proches. C'est un nouveau visage et puis un nouveau départ.
Il y aura bientôt d'autres opérations. Il faudra notamment remettre en place la mâchoire et les dents pour que Pascal puisse enfin être un homme comme les autres. Nouveau visage, nouvelle vie, c'est un documentaire à suivre dans la case infrarouge à partir de 22h25 ce soir, donc sur France 2. Le festival de Cannes, sur les marches ce soir, Sophie Marceau en smoking blanc. Jacques Vergès, un documentaire sur la vie de l'avocat, va être présenté demain. Et puis Juliette Binoche pour un film sélectionné dans la catégorie Un certain regard. Mais l'événement de la soirée était sur l'écran, un film choc, un polar, Zodiac de David Fincher, l'auteur de Seven, un film qui a fait très forte impression. Pascal Deschamps, Nadine Picard. 12 ans après le mythique Seven, le réalisateur David Fincher s'attaque à un nouveau tueur en série, le légendaire Zodiac, bien réel, celui-là, sans doute le plus célèbre de l'Amérique. Il fit la une à la fin des années 60 en répandant la terreur dans la région de San Francisco et ne fut jamais arrêté. Il vient vers nous. Oh mon Dieu, il a une arme. David Fincher reconstitue minutieusement en 2h40 une énigme dense et complexe. Le Zodiac revendiquait ses meurtres en envoyant des lettres cryptées aux journaux dans lesquelles il narguait la police. Je veux que vous publiez ce cryptogramme à la une de votre journal. Quand les spectateurs sortiront du film, ils se diront « Le Zodiac est là, dehors ». Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt du film. Au cœur de l'histoire, deux personnages qui ont réellement existé. L'inspecteur David Toski et le dessinateur de BD Robert Graysmith, qui à la surprise générale reprit l'enquête seul, littéralement obsédé. J'ai fait des recherches sur le premier cryptogramme. Tout ce dont un amateur aurait besoin pour le créer se trouve dans ces 3 livres. J'ai fini par me dire qu'en remontant la piste de ces livres, on trouverait peut-être celle de l'homme. Son héros, c'était le détective Dick Tracy. Il ne supportait pas que l'inspecteur Toski n'arrive pas à mettre la main sur le meurtrier. Alors il a désespérément essayé de le faire. J'ai besoin de savoir qui c'est. J'ai besoin d'être là. J'ai besoin de le regarder dans les yeux. Et j'ai besoin de savoir que c'est lui. Malgré l'arrestation de quelques suspects, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui était le Zodiac. Contrairement à la plupart des thrillers, le film ne finit donc pas par l'arrestation du méchant. Zodiac, le récit d'une tragique impuissance. Et le film sort aujourd'hui dans les salles en France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Krakatoa, un documentaire fiction sur la plus grande éruption volcanique de l'histoire. Très bonne soirée.